C'était un homme nommé Simonide de Céos, un poète de la Grèce antique. Il avait fui Athènes, la grande capitale grecque, pour se réfugier en Thessalie, cette cité historique située entre Thessalonique et Athènes. C'était le temps où les légendes respiraient encore, où les ombres des centaures s'attardaient dans les collines. Un soir, Simonide fut invité à un banquet. Une famille riche thessalienne avait ouvert sa grande salle pour un festin. Simonide était connu pour ses vers, ses odes, pour célébrer les événements, les personnes. La salle était magnifique, bourdonnante de voix, de rire et du tintement des gobelets. C'était le genre de soirée qui semblait suspendu dans le temps. À un moment pendant le banquet, un serviteur s'approcha discrètement de Simonide et lui apprit que deux hommes, des cavaliers, l'attendaient dehors et portaient un message urgent. Curieux, peut-être légèrement troublé, il sortit dans la nuit. Là, sous les étoiles, se tenait personne. Il était intrigué, se demandant où étaient passés les cavaliers. Mais il fut interrompu dans son étonnement par un tremblement sous ses pieds, un fracas assourdissant qui déchira l'air. Il se retourna et la salle de banquet où il se trouvait quelques instants plus tôt s'était effondrée en ruine. Aucun survivant. Surréel. À un moment, on eut besoin d'identifier les corps, maintenant mutilés, ensevelis sous la pierre. La scène était chaotique, les morts étaient méconnaissables. Personne ne pouvait dire qui était assis où ou qui portait quoi, sauf étrangement Simonide. Calmement, il commença à les nommer un par un. Pas d'après les visages qui étaient méconnaissables, pas d'après leurs possessions qui étaient éparpillées, écrasées, mais d'après quelque chose d'autre, quelque chose enfermé dans son esprit. Il se souvenait où chaque personne avait été assise, leur position exacte. Il avait lié ses positions au reste. Visage, accoutrement, geste, expression. Il avait en effet perfectionné avec le temps l'art de la mémoire avec une méthode particulière connue sous le nom de lokai. Une carte mentale, un palais de mémoire qu'il utilisait pour mémoriser et réciter ses poèmes entre autres. Cette nuit-là, les dieux avaient épargné Simonide, peut-être pour ce qu'il laissa derrière lui, ses poèmes, mais aussi cette technique ancienne de la mémoire qui résonnerait à travers le temps enseignant aux générations comment se souvenir non seulement de poèmes, mais de mondes entiers. Plus globalement, c'est en effet à cause de cette tradition de la mémoire que fut transmis par tous les temps jusqu'au temps moderne, avant et après l'invention du papyrus et par suite de la machine de Gutenberg, les connaissances, le savoir, les histoires les plus anciennes et les plus profondes. Et donc que cette histoire soit vraie ou pas n'est pas vraiment le point. Ce qui est intéressant, c'est que c'est bien documenté que les premiers moines adaptèrent l'art de la mémoire qui devint un art de méditation où ils se promenaient à travers par exemple les mots de la Bible comme s'ils erraient dans une cathédrale de l'esprit. Chaque passage, chaque verset soigneusement placé dans des chambres de la mémoire, visité encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne non seulement connu, mais aussi vécu. Cet épisode est le 7e d'une série de 8, potentiellement 9, sur la science de l'apprentissage. Dans le dernier épisode, nous avons fait un détour dans l'esprit, l'intelligence, le cerveau et leur rapport à l'apprentissage. En celui-ci, nous discutons de deux approches mnémotechniques. Ces approches qui nous aident à retenir plus facilement des choses comme des dates, des listes d'éléments ou préparer une longue présentation, un discours, apprendre plus efficacement. Avant d'approfondir ces deux approches, la méthode des lokai et le système PEG, il est important que vous compreniez le principe de base qui les sous-tend. Ce principe repose sur deux éléments importants. Le premier, c'est que nous retenons mieux quand nous comprenons ou percevons ce que nous apprenons en le liant à ce que nous connaissons déjà. J'ai expliqué pourquoi dans le 3e épisode que j'ai davantage approfondi dans les épisodes 4 et 5. Le deuxième élément, c'est que plus la chose à laquelle vous liez la nouvelle connaissance est familière, maîtrisée, bien ancrée, plus il vous sera facile de retenir le nouvel élément qui y est lié. Et donc ensemble, ces deux éléments
forme le principe selon lequel vous retiendrez plus facilement une connaissance si vous pouvez la lier à quelque chose de profondément ancré en vous, soit par juste le fait du temps et la pratique de cette chose, soit par sa signification émotionnelle, ou les deux. Maintenant, les deux approches mnémotechniques. La méthode des loci. C'est une stratégie d'amélioration de la mémoire qui utilise des visualisations d'environnements spatiaux familiers pour améliorer le rappel des informations. Vous pourriez l'entendre sous l'appellation de voyage de la mémoire, palais de la mémoire ou technique du palais de l'esprit. Prenons un exemple pour bien comprendre. Supposons que vous voudriez retenir les grands titres de la vidéo précédente de la série. Et donc, j'ai commencé la vidéo avec l'exploration du cerveau qui a conduit les scientifiques à deux conclusions. Première conclusion, nos gènes définissent la base brute de nos compétences. Deuxième conclusion, notre cerveau subit une maturation tout le long de notre vie en fonction de ce que nous faisons. En d'autres termes, nos expériences affinent la base brute de notre cerveau. Ensuite, j'ai abordé trois éléments qui soutiennent cette deuxième conclusion. La myélinisation, le recodage des informations dans le centre de l'automaticité avec la pratique et la neurogénèse. Et donc, si je suppose que c'est une partie de votre cours que vous voudriez apprendre, ou peut-être les éléments d'un discours ou d'une présentation que vous voudriez donner, vous pourriez procéder comme suit. En premier, vous prenez un endroit physique que vous connaissez très bien. C'est peut-être votre chambre, votre environnement de travail, la rue où vous habitez, un café, un endroit que vous maîtrisez très bien. Vous pouvez aussi choisir de découvrir un endroit et de faire attention aux éléments qui constituent l'organisation de l'endroit et visiter l'endroit régulièrement pour enraciner dans votre esprit ces différents éléments. Et donc, une fois un endroit familier choisi, vous imaginez entrer dans l'endroit en question. Prenons votre chambre par exemple. Imaginez qu'il fait noir et que vous appuyez sur l'interrupteur. Vous pouvez accrocher à l'interrupteur l'image de la première conclusion, celle que nos gènes définissent la base brute de notre cerveau. Personnellement, j'ajouterais la couche que l'interrupteur représente le moment de la conception où mon génome se forme et où mon potentiel se définit. Et puis la lampe s'allume. Et donc vous associez la deuxième conclusion à la lampe. Et je collerai cette association avec l'idée ou le narratif que la lampe représente l'influence de mon environnement de la même façon que la lumière pourrait ne pas fonctionner même si l'interrupteur fonctionne bien, ce qui signifie que l'environnement joue un rôle clé dans ce qui s'active dans ce champ de potentiel. Et pour les trois éléments qui ont servi à justifier cette deuxième conclusion, myélinisation, recodage et neurogenèse, vous pourriez par exemple étudier en ligne les différentes parties d'une ampoule et associer chacun de ces trois éléments restants aux parties physiques de l'ampoule et créer un récit pour lier ces parties aux justifications. Par exemple, le verre de protection de l'ampoule pourrait être la myélinisation, le recodage d'informations pourrait être lié au filament et la base de l'ampoule pourrait être liée à la neurogénèse. Ou vous pourriez laisser l'ampoule et continuer avec votre chambre. Vous pourriez assigner la myélinisation à la chaise, le recodage à la table et la neurogénèse à un tableau dans votre chambre et créer le récit qui colle ensemble ces différentes associations. Les choses intéressantes, ces récits n'ont pas besoin d'être logiques. En fait, plus ils sont absurdes, ridicules, totalement sans sens, mieux c'est parce que vous vous en souviendrez mieux. Et ainsi de suite. Et donc, après avoir établi ces associations vous-même, vous pratiquez le fait de les rappeler. Et devinez quoi, la pratique sera optimale si vous utilisez les principes de base dont nous avons discuté dans l'épisode 2. L'espacement, l'entrelacement et la variation. Et voilà. Et comme vous l'avez constaté sûrement, cet apport repose sur un ancrage de quelque chose que vous connaissez déjà, d'un endroit que vous connaissez très très bien. Et donc cela signifie que vous pouvez préparer des lieux dans votre esprit pour être prêt à les utiliser pour tout ce que vous apprenez. Par exemple, si vous êtes étudiant ou professeur ou que vous travaillez et que vous visitez chaque matin un café, disons Starbucks, la prochaine fois que vous y allez, faites attention à comment les choses sont organisées à l'intérieur. Une fois que vous connaissez bien l'endroit, vous pourriez associer chaque
élément à l'intérieur, à quelque chose que vous voudriez intérioriser, un discours, un cours, une liste de choses que vous répéterez tout simplement en visitant le café. Et donc visiter le café deviendra, entre autres, un moment où vous répétez ces associations. De la même façon, si vous marchez dans la même rue tous les jours, faites attention aux objets, aux différents endroits et vous pourriez associer ces éléments, par exemple à une liste de 30 choses que vous essayez de maîtriser pour un objectif donné. Marcher tous les jours sera, entre autres, une répétition espacée, un moment qui vous aidera à ancrer dans votre mémoire cette liste très rapidement. Et devinez quoi? Une fois que vous avez lié une liste donnée à un endroit donné, vous pourriez créer ou accrocher à cette liste une autre liste et ainsi de suite. Maintenant, la deuxième approche, le système PEG. C'est une technique qui permet de conserver des informations à l'aide d'un système d'association aussi. Mais ici, vous utilisez le système de façon beaucoup plus utile pour des nombres, des chiffres, des dates importantes, tout ce qui a rapport à des nombres. Par exemple, dans mon système PEG, le chiffre 0 est associé à si en anglais et à so en français. Le chiffre 1 est associé à toi en anglais et à toi en français. Le chiffre 2 est associé à ni en anglais et à ne en français. Le nombre 44 est associé à rire. Le nombre 941 est associé à porte et le nombre 26 à Nietzsche, le philosophe. Donc, mémorisez par exemple la date du 10 novembre 1958, par exemple, reviendrait dans mon système PEG à m'imaginer une tasse dans laquelle je vois les traces de pas. Sur la tasse, c'est le 10, dans laquelle je vois des traces de pas, parce que pas, c'est 9 dans mon système, et donc ça revient à novembre, donc le 9e mois de l'année. Qui m'intrigue et que je tape avec mes doigts. Donc je donne une tape à la trace de pas dans la tasse qui est le nombre 19 dans mon système. Et je remarque que c'est quelque chose de sale et donc j'utilise une éponge naturelle pour nettoyer. Et donc cette éponge dans mon système c'est loofah. Je pense que c'est en anglais et c'est 58. Et donc je visualise loofah que j'utilise pour nettoyer cette tache de pas dans la tasse. C'est ainsi que je mémorise la date du 10 novembre 1958. Novembre, pas, 10 qui est la tasse, 1958 qui est la tape et puis l'utilisation de l'éponge naturelle qui est le 58, 1958. Ouais, voilà. C'est important que vous créez un système PEG qui vous est propre. Parce que les associations vous feront sens si elles s'inscrivent déjà dans quelque chose que vous avez déjà dans votre façon naturelle d'identifier, d'associer, de comprendre. Mais il y a cependant des règles universelles que vous pourriez appliquer pour vous faciliter grandement la tâche. Si vous faites attention, vous verrez que le chiffre 0 est associé au son S. Et donc, que les noms associés à 0 sont en français so et si en anglais. Et il n'y a pas d'autres consonnes dans so et dans si, à part S. De la même façon, le chiffre 1 est lié à toi. Le toit comme dans le toit d'une maison ou précisément au son consonne T. Il n'y a pas d'autres sons consonnes dans le mot toi. Et là où ça devient génial, c'est que tasse qui fait 10 contient dans cet ordre les sons consonnes T et S. Donc cela rend la mémorisation beaucoup plus mémorable. Donc ça fait tasse 1, 0, 1 étant associé au son T, 0 étant associé au son S, qui viennent respectivement de toi et de si ou de so. Et donc tasse est la combinaison de T et de S. Et donc tout ça rend la mémorisation beaucoup plus mémorable. Maintenant je dois avouer que ça prend un peu de temps, quelques mois pour créer et automatiser votre système PEG. Mais si vous automatisez la maîtrise de votre système, vous serez absolument ébloui de la quantité d'informations que vous pourriez mémoriser. Votre numéro bancaire, le mien commence par 813 qui fait flemme en français. Le numéro de votre carte débit, des dates importantes. Parlant d'automatisation, je vous introduis dans la vidéo 8 de la série à un système. Un logiciel qui m'a permis non seulement d'intérioriser mon système PEG,
mais aussi d'apprendre 2 langues, de me préparer pour des tests comme le TOEFL, le GRE, des scores géniaux, de performer à un niveau supérieur dans mes études, j'y suis toujours, et aussi dans ma vie en général. À la fin de la vidéo, vous avez probablement l'impression d'avoir tout bien compris. Comment vous faites pour en être sûr? Testez-vous. Allez-y. L'illustration de la vidéo est téléchargeable dans la description, en plus des fichiers PDF.